Merci de nous retrouver sur Gangan TV. Vous êtes les bienvenus dans cet autre numéro de Café Débat qui reçoit comme invité M. Ahmed Kourouma. Il est le vice-président du parti Groupe. Avec lui, on va faire le tour d'horizon de l'actualité politique du pays. Avec lui, justement, il fera son bilan à lui de la gouvernance 2017 d'Alpha Condé, du gouvernement Mamadi Youla, bien entendu. Nous parlerons d'autres sujets annexes, notamment le parti Groupe vers ou en route vers les élections communales du 4 février. Comment le parti s'y prépare? Quels sont les obstacles, s'il y en a, les zones où le parti est censé relever le plus de défis politiques en vue d'avoir des représentants au sein des futurs conseils communaux. Monsieur Kourouma, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Bonne année à vous. À vous aussi, mes meilleurs voeux de bonne santé, de prospérité à vous et à la nation Guinée. Que 2018 soit une belle année pour nos concitoyens. Merci beaucoup. Ça fait un bon bout de temps que vous nous avez manqué sur ce plateau de Café Débat. Donc, vous m'avez manqué aussi. C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Alors, la première question, comment se porte le parti Groupe depuis que vous y êtes aux côtés de Papa Koli Kourouma? Il se porte bien. Je pense être une valeur ajoutée au parti. Je pense que c'est aussi pour ça que le président Papa Koli me fait confiance et les militants du parti. Donc il se porte bien, le président préside, le vice-président vice-préside. Bien. Et puis voilà, on est en plein combat pour les communales. C'est une élection importante. Donc c'est un moment important de la vie politique d'un parti politique, justement. Et le parti se porte bien. Très bien. On va faire tout à l'heure un focus sur le parti Groupe, notamment en route vers les élections communales. Mais avant, parlons un peu d'Alpha Condé. Je me rappelle, il y a de cela plusieurs mois, qu'on vous a reçu à la radio, et ce qu'on a retenu de votre intervention sur le bilan, le système Alpha Condé, à l'époque, vous disiez que vous étiez déçu de la gouvernance Alpha Condé, du système Alpha Condé qui gère le pays, au point qu'il y a des mots qui minent la société comme la corruption à outrance, la mauvaise gouvernance, l'insécurité, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, et en ce début d'année 2018, si on vous disait de faire votre bilan, par exemple 2017, de la gouvernance Alpha Condé, est-ce que les choses s'améliorent ou est-ce qu'elles s'empirent plutôt? D'abord, je vous dirais que je ne suis pas ce qu'on appelle un opposant bête et méchant. Je n'ai pas une obsession du président Alpha Condé, je n'ai pas une opposition monomaniaque. Je m'attaque à un système dont votre génération, dont ma génération a été victime. On nous a sacrifiés sur l'autel de l'éducation, sur l'autel de la culture, sur l'autel du savoir, au profit de la médiocrité. Donc le président Alpha Condé a hérité de ce système-là. Ce que je lui reproche, ou plutôt ce que je reproche à sa gouvernance, c'est de ne pas avoir cassé les murs, les codes, et de ne pas nous avoir balayé tous ces hommes qui ont participé à la mise à mal, la mise à sac de notre pays. Donc c'est en cela que je suis... Vous en voulez toujours à Alpha Condé d'avoir reconduit ce qu'on peut appeler les caciques du régime Lansana Conté? J'en veux, oui, absolument, oui, pour certains, oui, puisque pour certains, ils ont quand même participé. Je pense qu'on a un peu la mémoire courte dans ce pays, mais il n'y a jamais eu autant de scandales financiers que sous Conté, et ça a commencé là, hein, parce que le régime Sékou Touré avait ce qu'il avait de mauvais, mais il avait de bon que tu ne volais pas l'État parce que tu savais que tu étais sanctionné immédiatement. Bon, ça raconte la gabegie financière et la corruption a commencé sous Lansana Conté. Et le président Alpha Condé, qui a été élu sur comment dirais-je, un thème qui était le changement, aurait dû être en rupture avec cela. Parce que ce qui mine la présidence Alpha Condé aujourd'hui, ce qui mine les résultats économiques, malgré tous les efforts qu'il fait, c'est la corruption endémique. C'est ce qui plonge le pays dans l'enrichissement illicite des agents de l'État. On a pris, malheureusement, les cadres de ce pays ont pris notre pays pour une prostituée. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils se servent, et puis ils vont investir ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, et puis ceux qui crèvent de faim, ceux qui pâtissent de tout ça, c'est nous, les Guinéens, qui sommes sur place. Donc, on peut avoir tous les bilans du monde, tous les résultats économiques du monde, et Dieu sait
Si le président de la République a su vendre la Guinée à l'extérieur, on ne peut pas lui reprocher ça. C'était une des bonnes choses. Il a redonné confiance aux investisseurs, que ce soit les investisseurs institutionnels et les investisseurs privés. Il a redonné confiance en cela, donc cela revient en Guinée. Mais s'ils reviennent et que l'un des mots MAUX dont on parle, c'est-à-dire la corruption, la gabegie financière, l'incompétence, ne sont pas sanctionnés, ils vont repartir aussi sec. Et ça ne servira à rien que d'avoir construit des infrastructures hôtelières pour accueillir ces gens-là, pour qu'ils viennent investir dans notre pays, parce qu'un pays, on est dans une mondialisation, un pays ne se développe que par l'apport extérieur, intérieur évidemment, mais extérieur aussi, des fonds d'investissement, ce qu'on appelle les hedge funds, les fonds privés, et les institutionnels. Mais si Alpha a manqué un peu de, si vous voulez, de management à l'interne pour gouverner, il a manqué de fermeté. Vis-à-vis de ceux qui détournent les deniers publics. Bien. Et donc, ça en dit long sur tout ce qu'on est en train de vivre en Guinée, la grande pauvreté que les populations vivent, le manque de certains services sociaux de base. Mais qui n'existe pas. Il n'y a pas dans notre pays de services sociaux. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas de transport public. Ou alors, quand on nous met des transports publics, regardez l'état des bus qu'on met à la disposition de nos concitoyens. On n'y mettrait pas du bétail en Europe. C'est un truc incroyable. Par exemple, les bus offerts par la Turquie? Mais non, les bus offerts par la Turquie ne sont pas en circulation, je vous signale. Moi, j'en ai pas vu. Pour l'instant. Moi, j'en ai pas vu dans Conakry. Mais sur l'instant, les bus que je vois actuellement, les bus qu'on permet de mettre en circulation en Guinée ne sont pas aux normes, c'est des cages à poules. Bien. Et ça, c'est inacceptable pour quelqu'un comme moi. Alors, j'ai dit que si, comme vous le dites si bien, Alpha Condé a manqué de fermeté, c'est un homme, en tout cas qui a une vision, qui a mis d'autres gens à des postes. Alors, de ce point de vue, quel autre bilan vous pouvez faire peut-être du gouvernement de Youla et de toute son équipe en l'année 2017? Le gouvernement de Youla est le même bilan que je ferai du gouvernement Fofana, parce que ce gouvernement-là, nous le savons vous et moi, n'a pas les coups des franges pour gouverner. Un Premier ministre est là pour gouverner. Un Premier ministre est là, il faut qu'on l'explique à nos concitoyens, un Premier ministre est là pour mettre en pratique, en forme, la politique générale dictée par le président de la République qui aura été élu sur un programme. Le programme, c'était le changement. Moi, encore une fois, en tant que citoyen et en tant qu'homme politique, je ne vois pas le changement. Il y a toujours autant de corruption, alors qu'une loi a été votée à l'Assemblée nationale. Il y a toujours autant de cadres qui s'enrichissent de manière illicite. Vous allez aller au Sénégal, il y a un endroit qu'on appelle Petit Conakry. Vous allez voir que la plupart des maisons appartiennent à des cadres guinéens, d'accord, qui ont investi sur la côte sénégalaise pendant qu'on est en train de détruire notre corniche ici, qui fut jadis l'une des corniches les plus belles du monde. Donc voilà, c'est ça notre pays. Et c'était cette rupture-là que j'attendais avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il mette au pas tous ces gens qui pensent que la Guinée, on peut venir se servir comme ça, partir investir à l'étranger, et puis nous construire des immeubles, défigurer notre littoral, par exemple. Voilà. Pourtant, là, Alpha Condé a toujours menacé. On va faire ci, on va faire ça, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, on va les enlever, on va les changer. Mais en fin de compte, vous pensez que c'est de la parole en l'air, c'est des menaces en l'air, et que finalement, plus aucun agent de l'État n'a peur de détourner, de mal gérer, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas une main forte qui sanctionne derrière. Vous savez, les mêmes mots MAUX produisent les mêmes mots MOT. C'est-à-dire que le président de la République peut menacer tant qu'il veut, tant qu'il n'agit pas, tant qu'il ne sanctionne pas, tant que la justice ne se saisit pas des cas de corruption avérés, ça n'avancera pas. Si vous volez les deniers de l'État, que vous vous permettez de rouler en ville, mettons Kaloum ou ailleurs, dans des voitures luxuriantes, avec une villa luxuriante, et que vous n'êtes pas puni, vous allez forcément recommencer. Il y a eu un scandale récemment, il y a eu un cadre, je crois, du budget qui est revenu, alors qu'il avait été condamné par contumace, parce qu'il avait volé 13 milliards. Il est venu tranquillement s'asseoir dans son bureau, il a fallu que la presse dénonce cet état de fait-là. Donc il faut que la justice, à un moment donné, fasse son œuvre. On ne peut pas, dans un pays, subir la triple peine. C'est pas possible. Et les Guinéens, aujourd'hui, nous subissons la triple peine. Nous subissons le marasme économique, nous subissons le chômage endémique, et nous subissons l'impunité totale des cadres et de l'élite de ce pays. Bien. Ce n'est pas possible. Et donc, un adjectif
tout simplement pour résumer tout ça, hein, tout ce cocktail, toute cette description. Déception. Une déception. Déception. De la gouvernance Alpha Condé. Déception du système qui a été laissé en place par le président Alpha Condé. Voilà. Et on parle d'autres sujets toujours liés évidemment à Alpha Condé. Il s'agit de la célébration en différé de l'an 59, hein, de notre indépendance. Ça s'est passé du côté de Kankan en ce mois de janvier, le 13 si je ne me trompe pas. Il me semble que vous êtes, comme beaucoup d'autres citoyens guinéens, déçus du fait qu'on ait célébré de façon différée. Et à Kankan, c'est l'an 59 de l'indépendance. Absolument, absolument, parce que vous savez, la fête de l'indépendance, c'est une fête qui rassemble la nation. On a besoin de faire corps, de retrouver nos héros, ceux qui ont combattu à travers l'Afrique pour l'indépendance d'abord de la Guinée, qui a été un exemple à travers l'Afrique subsaharienne et même jusqu'au Moyen-Orient. Nos aïeux, nos aînés, des gens comme Sefoula Diallo, Ahmed Sékou Touré étaient connus de l'Égypte à Carthage, de Alger jusqu'en Roumanie, etc. Donc je pense qu'on doit le respect à cette nation-là. Pour qu'un pays avance, le pays a besoin d'avoir des héros. Et ces héros doivent être respectés. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que la fête nationale, ce n'est pas la fête du RPG. Premièrement, ce n'est pas un meeting politique, une fête nationale. C'est une fête qui rassemble l'ensemble des Guinéens parce que cette date nous appartient à tous. Donc lorsqu'elle est... C'est l'impression que ça a donné, que c'était d'abord une fête du RPG. Lorsqu'il y a un hold-up qui est mis sur une fête nationale où on voit que les couleurs jaunes du RPG, en tant que citoyen guinéen, ça me pose problème. D'accord? C'est de bonne guerre, mais je pense qu'il y a confusion des genres. Après, le président de la République a somme toute fait un discours rassembleur, ça m'a un peu rassuré, parce qu'il a joué son rôle de premier responsable de l'État. Tout en imputant le mal de notre retard à ceux qui ont gouverné avant lui. Il n'a pas manqué de le faire à Kankan, en disant où est Guinomar, où est Guinée, où est tout cela, et tout. Je veux bien... je ne suis pas là pour défendre le bilan de ceux qui ont gouverné avant lui, je m'en garderai bien parce que je n'y ai pas participé. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on a 7 ans de gouvernance derrière soi et qu'on rentre dans sa 8e année, on arrête de trouver des alibis ou on arrête de parler des autres, on parle de soi. Moi j'aimerais que le président de la République nous fasse part de son bilan économique, de ce qu'il a fait, et je suis de ceux qui ne sont pas, encore une fois je l'ai dit en début d'émission, je ne suis pas un opposant obtus, bête et méchant, je reconnais à la gouvernance Alpha Condé certains mérites, mais il y a aussi des défaillances, et ces défaillances-là il va falloir qu'il nous en parle ou que nous on le lui fasse savoir, parce que parler sans cesse du passé c'est bien beau, et mais ça ne peut pas avancer. Parler du passé, évidemment, a pris beaucoup de place dans son discours du côté de Kankan, mais parce que c'est une manière de à Sigiri, un discours rassemblerait. En parlant de rassemblement, comme vous avez dit, le RPG a comme accaparé la fête nationale. Oui, c'est le cas. Même qui est d'ailleurs célébré en différé, qui ne vous a pas plu. Vous avez mal pris le fait que ni vous, je vais dire d'autres gens qui ne sont pas forcément du RPG, mais qui sont des Guinéens, bien entendu, qu'ils soient de l'opposition ou d'autres bords, qui n'aient pas été invités à Kankan. Oui, j'aurais aimé, parce que je le redis encore une fois, moi j'essaie d'être un rassembleur, d'accord? Et c'est vrai que la fête nationale c'est un symbole, et ce symbole, je pense que le président de la République aurait tout à gagner à y faire participer des membres de l'opposition, qu'elle soit radicale, républicaine, modérée, etc., modérée, ce que vous voulez, mais que le pays, à ce moment-là, puisse montrer une unité nationale. Encore une fois, la fête de l'indépendance de la Guinée n'est pas la fête du RPG, ça n'est pas la fête du PDG RDA, c'est la fête de l'ensemble des Guinéens. Elle n'appartient pas au parti groupe, elle n'appartient pas à l'UFDG, c'est une fête qui concerne la nation. Vous auriez aimé que Alpha Condé ou que les organisateurs invitent, par exemple, tout le monde, vous, Papa Koli, Selou Dalen, ou les principaux leaders de l'opposition. Tout le monde à Kankan. Voilà, tout le monde et on y serait allé. Tout le monde à Kankan, on y serait allé parce que c'est un moment pour montrer à la nation que sur des grands projets, des grands sujets, comme la fête de l'indépendance, la nation peut se montrer unie. C'est important. Au vu des échéances
et au vu des prises, les joutes verbales et autres qui vont arriver puisque des élections approchent, c'est important de montrer au peuple de Guinée que les hommes politiques peuvent se rassembler, peuvent se réunir, indépendamment de leur couleur politique ou de leurs inimitiés, peuvent se réunir autour d'un thème qui est la fête nationale. Voilà. Donc moi, ça m'a, honnêtement, je me suis senti en tant que Guinéen, et je pense que beaucoup de Guinéens se sentent aujourd'hui comme moi, d'abord frustrés et puis exclus d'une chose qui m'appartient en tant qu'à vous. Qui appartient à tout le monde. Voilà, ce n'est pas au RPG arc-en-ciel de phagocyter la fête de l'indépendance. Donc vous avez trouvé mal qu'on fête notamment ce qui est symbolique, la date en différé, pour vous c'est une déformation de l'histoire? Mais c'est une improvisation complète et c'est un non-respect, encore une fois, du combat, de ce qu'a été le combat pour l'indépendance, qui, je le rappelle à nos jeunes concitoyens, a été un combat d'abord qui a concerné la Guinée, mais qui a eu un impact considérable sur le monde, que ce soit à Alger, que ce soit à l'est, à l'ouest de l'Afrique, dans les pays de l'Est. La Guinée a eu un impact considérable en disant non au général de Gaulle. Et si les facteurs qui ont peut-être expliqué ce report jusqu'au 13 janvier au lieu du 2 octobre passé était que les chantiers n'étaient pas finis. Oui, or, l'un des objectifs de la fête tournante de l'indépendance, c'est de doter ces régions-là d'infrastructures routières et administratives et tout. Oui, et on a vu quand même que Kankan et toute la région de Kankan a été dotée de luxueuses infrastructures. Je demande à voir ce que ces luxueuses infrastructures vont donner dans 5 ans, ça c'est la première des choses, mais moi je suis désolé, lorsque l'État, avec les deniers publics, donc vos impôts, les miens et les vôtres, donne un marché public à quelqu'un pour la fête nationale, j'entends que cet entrepreneur-là respecte les délais d'exécution. Pour moi, ça ne se discute pas. Une fête nationale se fête le jour. Et si l'entrepreneur n'est pas prêt, ou s'il sent que les délais ne sont pas respectés, on lui retire le marché et on le donne à quelqu'un qui est capable de respecter les délais. C'est comme, voilà, il faut avoir une politique de prévention dans ce pays. Pour vous, cet argument ne passe pas? Mais il ne passe, non seulement il ne passe pas, mais je le trouve inacceptable pour moi. Bien. Et puis on passe à un autre sujet, évidemment, cette fois-ci, actualité politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment qui occupe toutes les entités politiques, les activités en route vers les élections communales du 4 octobre. Évidemment, le parti groupe dont M. Kourouma est le vice-président est dans la course. Comment le parti s'y prend, il va nous en dire un peu plus tout de suite dans la deuxième partie de cette émission Café Débat. On se retrouve juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forécaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus.
Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours à mes côtés sur ce plateau, M. Ahmed Kourouma, il est le vice-président du parti groupe. À présent, on aborde le sujet politique de ces plateaux. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en route vers les élections communales. Alors du coup, le parti groupe ne manquera pas au rendez-vous. Alors aujourd'hui, quelles sont les dispositions de votre parti? Est-ce que vous avez des ambitions pour prendre les rênes des communes de la Guinée? Ou par exemple, quels sont vos... Voilà, Ce serait le comble si un parti politique n'avait pas d'ambition. Nous avons l'ambition non pas de prendre la totalité du territoire, mais nous avons l'ambition d'imposer nos candidats un peu partout sur le territoire de notre pays. Et pour ce faire, nous avons investi des candidats qui ont moins de 40 ans. D'abord, c'était une des conditions. Et puis la deuxième condition, c'était qu'il y ait une espèce de parité entre hommes et femmes. Parce qu'au parti groupe, on défend la parité et les femmes, non pas en tant que genre, parce que je déteste cette expression-là, mais en tant que faisant partie de la nation et devant participer de manière pleine et entière à la vie politique, à la vie communale, aux mairies, en tous les cas à la gouvernance de la nation, parce que les femmes représentent 52% de la population guinéenne et elles sont moins de 30% représentées au niveau du Parlement. Donc, voilà, pour moi ça me paraît inacceptable. Donc on a exigé cela du parti, le parti l'a fait. On a à Massanta par exemple une femme qui est magnifique, qui est une intellectuelle, qui est en plus une femme qui vient d'une ONG qui a été très présente pendant la période d'Ebola. Donc on l'a mise en avant pour qu'elle soit... parce qu'elle est comme candidate du parti groupe. Absolument. Pour la mairie de Massanta. Pour la mairie de Massanta, parce qu'elle est représentative d'abord de ce que de la valeur ajoutée que les femmes peuvent avoir dans notre pays. Et puis deuxièmement, c'est une femme compétente, parce que ça se base aussi sur la compétence. Elle est compétente pour conquérir la mairie de Massanta et faire avancer cette région-là, qui est une région essentielle de notre... cette ville, en tous les cas, qui est une ville essentielle de notre nation. Alors, géographiquement, quelles sont les zones dans lesquelles le parti groupe... Nous sommes partout, nous sommes partout, dans toutes les régions. Dans les 300 et quelques circonscriptions, vous avez pas dans les 300, pas dans les 300, mais vous me parlez de régions. Donc nous sommes dans les 4 régions naturelles de notre pays, et nous avons des alliances à peu près un peu partout, à savoir que le parti groupe est un parti national, donc il apportera ses voix aux partis alliés, que ce soit l'UFDG, le BL ou d'autres partis, si toutefois les candidats de ces partis-là se trouvaient en situation d'éligibilité après le premier tour. Nous participerons de ce fait à l'élection des candidats comment dirais-je, de l'opposition républicaine. Parce que l'important... Donc dans votre stratégie électorale, je veux dire les alliances avec les autres partis, UFDG, BL, ne sont pas du tout exclus. Parce qu'il y a d'autres partis qui comptent aller en solo. Oui, pour le premier tour, c'est logique. Nous partons aussi en solo pour le premier tour. Pour le premier tour d'une élection, on part en solo parce qu'il faut qu'on teste nos forces. Une fois qu'on a testé nos forces, on s'allie en fonction de la capacité de notre candidat à avoir rassemblé les suffrages de nos concitoyens. On s'alliera ou pas en fonction des résultats. Mais on ne peut pas avoir la prétention de savoir à l'avance ce que va être le vote de nos concitoyens. Je vais vous donner un exemple. À Massanta, par exemple, notre candidate est extrêmement bien placée. Tous les sondages elle est favorite, elle est favorite. Donc si toutefois l'UFDG était à Massanta et arrivait en deuxième ou en troisième position après le premier tour, nous exigerions de l'UFDG qu'il fasse ce qu'on appelle un report de voix pour que notre candidate batte le RPG à Massanta. C'est important. Ces alliances-là sont faites pour ça. Bien. Et comment on va dire, ça c'est un peu la stratégie du parti groupe pour les élections, vos ambitions, là où vous avez des candidats, mais en même temps l'activité de la CENI, parce que le nœud gordien de tout ça, c'est la transparence qui va caractériser le processus électoral. Et cette transparence-là, c'est la CENI qui va l'assurer. Je veux dire, quel est le regard que le parti groupe porte sur les activités de la CENI jusqu'à cette phase de distribution des cartes d'électeurs qui se passent ces jours-ci? Écoutez, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, d'accord, ou l'eau chaude. La CENI nous a habitués à un cafouillage à chaque élection. Cela dure depuis maintenant 7 ans. Donc on attend, on regarde avec circonspection ce que la CENI est capable de faire. Si toutefois, et je suis un républicain, donc je suis le premier à le souhaiter, si la CENI, avec le changement de direction qu'il y a eu à sa tête, nous prouve qu'ils sont capables d'organiser, en grands garçons qu'ils seront, ou en institutions matures de la nation qu'ils seront, des élections crédibles et transparentes, nous en prendrons acte.
Si ça se termine, comme d'habitude, avec le bourrage des urnes, avec une opacité complète, on le dénoncera comme on a l'habitude de le faire. C'est aussi ça le rôle de l'opposition républicaine. Pour l'heure, je touche du bois, ça a l'air de bien se passer, après, à part quelques cafouillages qu'il y a eu au niveau de la distribution des cartes d'électeurs. Mais ça, j'envoie un message très clair à nos concitoyens et je leur dis droit dans les yeux, allez retirer vos cartes d'électeurs. N'attendez pas que la CENI vienne à vous, allez à la CENI, allez dans vos mairies, allez retirer vos cartes d'électeurs parce que cette élection est une élection importante. C'est ce qu'on appelle les élections de proximité. Donc elles permettent au peuple, à un moment donné, de s'exprimer localement et de voir ce que va être la politique de la ville. Donc d'abord, votez en fonction du programme qu'on aura proposé pour votre mairie, pour votre ville, pour votre quartier, mais ensuite, allez dans vos mairies, vraiment allez retirer votre carte d'électeur, parce que c'est l'un des actes majeurs de la vie d'un pays que de voter. Bien, et si on vous demandait, est-ce que vous avez fait votre sondage à vous, de dire que peut-être que la mouvance ou la gouvernance ou le camp RPG perdra la main sur les communes, les collectivités locales à l'issue de ces élections? Est-ce que vous pensez que les localités, les populations à la base ont perdu toute confiance? D'abord, en tant qu'adversaire politique du RPG, je le souhaite. Et puis honnêtement, au vu du mécontentement de nos concitoyens que je côtoie au quotidien, je comprendrais mal que dans les urnes, ce mécontentement-là ne se reflète pas dans les urnes. Parce que si les citoyens, nos concitoyens, sont en colère et sont déçus de ce qui se passe en termes, encore une fois, d'impunité, de gouvernance dans ce pays. Donc, c'est le meilleur moyen de sanctionner. Non, même pas de sanctionner. Le meilleur moyen pour un peuple de s'exprimer, c'est ce que la démocratie nous offre de plus beau, c'est-à-dire aller dire « je ne suis pas d'accord ». Et cela, on le fait en glissant un bulletin d'urne dans l'isoloir et dans une fente, qui permet de changer une nation. C'est un acte important et il faut que nos concitoyens le fassent et disent « non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait ». Bien. Et on va changer donc de sujet, de thème, j'allais dire, et parler d'un sujet d'ordre social. Notamment, on parle d'électricité. Vous avez vécu les faits comme les autres. Conakry, à un moment, a été, on va dire, assez mouvementé par des émeutes contre le manque d'électricité. Et pas plus tard qu'hier, EDG, la direction générale, était face à la presse pour un peu se justifier et magnifier aussi, notamment, la gestion les résultats obtenus dans la gestion le contrat de gestion de EDG. Qu'est-ce que vous en dites, cette affaire d'électricité? Est-ce qu'on pense justement que ce fut un gros mensonge d'État? C'est pas un mensonge d'État, c'est pas un mensonge. Non, on peut pas. Il faut raison garder. Il faut peser les mots. L'affaire de Caleta n'est pas un mensonge d'État. Caleta existe. J'appartiens à un parti dont le président a été le ministre de l'énergie. C'est-à-dire Papa Koli. C'est-à-dire Papa Koli Kourouma. C'est lui qui a initié Caleta. Donc je sais de quoi je parle. On parle de mensonge d'État, on parle des capacités. Absolument. On a vendu aux gens, à la clientèle. Voilà, c'est autre chose. Caleta a été survendu à notre peuple en disant qu'il avait des capacités, ce qui ne sont pas le cas, et on le voit depuis 3-4 ans maintenant. Je vous signale que depuis 3 ans, Caleta fonctionne effectivement en période pluvieuse, mais en période sèche, Caleta ne fonctionne pas parce que au retard, plutôt à l'incapacité de Caleta à fonctionner en période pluvieuse, par manque d'eau ou de pluviométrie pour être plus exact, il y a en plus l'incapacité de DG à former des hommes qui seraient capables de faire marcher. Alors vous rajoutez cela à des détournements de deniers publics, vous rajoutez cela au fait que ils n'ont pas de politique de prévention. C'est-à-dire que je vous signale que tous les ans, depuis que Caleta existe, EDG nous fait un communiqué nous disant que nous sommes en période d'étiage, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il va y avoir des délestages. Cela veut dire qu'ils sont dans l'incapacité depuis 4 ans à régler ce problème. Donc ils n'ont pas d'abord de politique
prévention énergétique et ils sont incapables de prévoir donc ce qui va être, ce qui s'annonce tous les ans comme étant une période où on doit faire fonctionner par exemple l'hydraulique, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'ils sont incompétents. Bien. Point final. Et quand on a... Il faut dessaisir de Veolia, de la gestion des déchets. Non, je ne crois pas que Veolia soit responsable, malheureusement. Malheureusement. J'aimerais bien... Qui doit en être responsable alors? Je pense que nos cadres sont responsables. Je pense que l'État est responsable. Il faut que l'État revoie sa politique énergétique. Et puis on ne peut pas... je crois que le prix auquel l'État achète l'électricité est à 33 ou 36 et je pense qu'on ne peut pas acheter ce prix-là et le revendre. Ça, je veux dire, EDG est une entreprise qui creuse son déficit public d'année en année. Donc il va falloir, moi je fais partie de ceux qui payent ce qu'ils consomment, il va falloir que l'État, c'est aussi ça l'absence d'État, c'est-à-dire qu'il va falloir que nos concitoyens comprennent que si on veut de l'énergie, il faut s'abonner, arrêter de faire des branchements clandestins, et à ce moment-là, on sera en mesure d'exiger de l'État qu'il remplisse sa mission de service public. Parce que l'énergie, c'est un service public. Et vous avez vu Alpha Condé, quand il allait à Swapiti, par exemple, il a expliqué tout ça par un sabotage qui était en cours. Parce qu'en fait, pour lui, on est en route vers les élections. Et on a même arrêté, je vous apprends, on a arrêté 3 agents de EDG pour cette opération de sabotage. Je ne suis pas sûr qu'il soit coupable d'une part. Et puis vous savez, on a ce culte de la 5e colonne dans notre pays qui date de la Révolution. Et malheureusement, en 2018, on n'a pas arrêté avec ça. Dès qu'on a une petite brindille dans son œil, on accuse le voisin d'avoir saboté, etc. Non, ce qui se passe, c'est de l'incompétence. D'accord ? Il n'y a pas, à mes yeux, de sabotage. La justice, j'espère, innocentera ces 3 pauvres malheureux qui sont pris comme bouc émissaire, encore une fois. Mais ce qui est la réalité des faits, c'est que ce n'est pas depuis 4 ans que ces 3 bougres sabotent l'électricité en Guinée ou l'énergie. Ça fait 4 ans, 5 ans, ça fait des années que ça dure. Ça veut dire qu'il y a un problème de compétence et de prévention de politique énergétique. Voilà. Quand on a l'énergie, c'est le point focus, le point central qui développe un pays. D'accord, les miniers en ont besoin, le service privé, les entreprises privées en ont besoin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a construit des hôtels? Moi, j'étais dans un hôtel la dernière fois, l'un des directeurs me disait, mais on est obligé de remplacer nos machines tous les 15 jours. À cause des changements, à cause des changements comment ça s'appelle, de niveau d'électricité, à cause des coupures intempestives, les machines se cassent. Et c'est un manque à gagner pour les hôteliers. Vous avez des entreprises privées aujourd'hui, des imprimeries, le secteur privé n'arrive pas à se développer par manque d'énergie. Et après, on vient nous chanter une croissance à 6-5%. Je veux dire, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, pour terminer, parlons une fois encore d'Alpha Condé. Et c'est par ce sujet qu'on va chuter. Mais cette fois-ci, Alpha Condé est sur le toit du continent. Depuis 12 mois, il arborait donc cette casquette, je veux dire, ce costume de président en exercice de l'Union africaine. Vous semblez avoir été séduit par le fait qu'Alpha Condé ait révolutionné un peu cette fonction de président en exercice de l'Union africaine. Comment vous résumez la fonction d'Alpha Condé alors qu'il doit rendre le flambeau bientôt à Addis Abeba? Je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas un opposant bête et méchant, donc je vais, alors là pour le coup, je suis républicain et j'avoue, je tire mon chapeau au président Alpha Condé. Il a effectivement redonné une vitalité, une rigueur, une vigueur à la fonction de président de l'Union africaine. Premièrement, il a vendu le pays à l'extérieur, ce qui est une très bonne chose parce que pour se développer, on fait partie aujourd'hui d'une économie mondialisée. Pour se développer, il faut que les investisseurs viennent et les investisseurs, la finance a besoin de confiance. Donc je pense que le président Alpha Condé a redonné confiance aux investisseurs, aux hedge funds, ce qu'on appelle les hedge funds, c'est-à-dire les fonds privés. Nous avons de nouveau la crédibilité auprès des institutions internationales et nous avons la crédibilité auprès des investisseurs privés qui sont un pan important du développement économique d'un pays. J'aurais aimé, mais malheureusement ce n'est pas le cas, qu'il y ait
les mêmes résultats à l'intérieur, en termes de politique, à l'intérieur du pays. Les valeurs qu'il a. J'aurais aimé qu'il se concentre, j'aurais aimé qu'il ait ces mêmes résultats-là aujourd'hui à l'intérieur du pays, parce que nos concitoyens souffrent énormément de la précarité, ils souffrent de la paupérisation et ils souffrent de la corruption, de tout ce qui s'y passe. Donc, mon vœu pour 2018 serait que le président de la République se concentre enfin sur la politique intérieure et la politique économique principalement, et qu'il fasse preuve d'autant de compétences dont il a fait preuve, qu'il l'a fait à la tête de l'Union africaine, parce que il faudrait être vraiment de mauvaise foi que de ne pas reconnaître qu'il a été un très bon président de l'Union africaine. Un bon président de l'Union africaine. Donc, de ce point de vue, je veux dire, s'il y avait possibilité qu'il y ait un deuxième mandat à cette fonction, est-ce que Alpha Condé serait partant, serait tenté? Parce qu'on a l'impression qu'il se sent très à l'aise. Non, il n'y a qu'un mandat, je pense. Oui, bien entendu. Voilà, donc on ne va pas déroger à la règle. Il n'y a qu'un mandat à la tête comment dirais-je, on a comme l'impression qu'il a envie de le rester indéfiniment. Ses pairs, je pense, se chargeront de lui rappeler que ça ne sera pas possible. Bien. Alors, dernier mot, Ahmed Kourouma, en 30 secondes, pour ces téléspectateurs, pour les militants du groupe qui vous suivent, évidemment pour Alpha Condé. Je voudrais, non pas pour le président Alpha Condé, il n'a pas besoin de moi pour ça, message. Il n'a pas besoin d'un message de ma part, mais pas pour nos militants, pour les Guinéens dans leur ensemble, je voudrais qu'ils apprennent à lire les programmes des gens, des responsables politiques, plutôt que de voter en fonction du patronyme de je m'appelle Diallo, je m'appelle Camara, Kourouma, etc. Qu'on apprenne dans notre pays à lire les programmes et à voter en fonction de l'intérêt collectif. C'est important, parce qu'il faut absolument en finir avec ce vote ethnique qui est insupportable et qui fait reculer le pays. Ça donne l'élection d'hommes qui sont incapables de lire des chiffres à l'Assemblée nationale, ça donne l'élection d'hommes qui sont incapables de sortir une loi ou d'en écrire une, voire même d'en lire une, et ça donne l'incompétence absolue. Il faut qu'on apprenne maintenant à regarder les hommes politiques avec compétence et à regarder les hommes politiques avec bilan. Quand tu n'as pas mis une partie du programme que tu as promis, que ce soit dans ta commune, dans ta mairie ou au niveau de l'Assemblée nationale, tu dégages. Il faut que le peuple devienne de plus en plus exigeant vis-à-vis de ces hommes politiques, parce qu'il ne faut pas qu'on s'étonne après que l'on soit gouverné par des médiocres. C'est clair. Merci donc, M. Kourouma, d'être passé. À très bientôt sur ce plateau. Merci à vous. Et je voudrais rappeler cette dernière phrase rapide au peuple de Guinée. C'est George Orwell qui a dit qu'un peuple qui élisait des corrompus, des renégats et des traîtres n'est pas victime, il est coupable. C'est clair. Et sur cette note, nous disons une fois encore merci à notre invité. À vous, merci de votre attention et puis à demain pour le dernier numéro de la semaine. On se retrouve, si Dieu le veut bien. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.